Cet anime commence par un livre du Saint-Testament qui raconte l'histoire de l'humanité dans le passé. Et dans le passé, il y a eu un conflit qui a rendu habitable seulement une partie de la Terre appelée Extrême-Orient. Et puis nous voyons un navire appelé Musashi où se trouve une enseignante appelée Auriel qui, je dois le dire, a l'air encore plus cool que Cookie et elle a décidé de commencer à s'entraîner avec sa classe de 3e année. Et cette classe est composée d'élèves de différentes races. Cependant, dès que l'enseignante commence à surveiller ses élèves, elle se rend vite compte que plusieurs d'entre eux n'étaient pas là. Et puis les étudiants présents ont commencé à faire quelques astuces pour protéger les étudiants qui ne s'étaient pas encore présentés. Et puis elle a commencé à entendre les raisons et elle décide quand même de commencer à expliquer les règles de sa formation. Et la formation est très simple, elle consiste à essayer de la blesser avant qu'elle n'arrive dans un bureau. Et la récompense pour celui qui parviendra à lui faire du mal sera tout simplement 5 jours sans école. Et après avoir entendu ces conditions, tous les élèves sont ravis de blesser leur professeur. Et dès que la formation commence, les élèves commencent à suivre le professeur en utilisant leurs compétences comme les sorts et les contrats pour tenter de l'attaquer. Cependant, elle est très bonne et peut facilement éviter toutes leurs attaques. Jusqu'à ce que soudain une fille nommée Dylan parvienne à rattraper le professeur et l'attaque avec une lance. Cependant, l'Oreo esquive chacune de ses attaques puis projette la jeune fille contre l'un de ses compagnons. Et puis, avec une seule attaque, elle a réussi à assommer 2 étudiants à la fois. Et après ça, l'Oreo continue de courir vers son bureau, jusqu'à ce qu'un étudiant nommé Tanzo apparaisse. Et il utilise son style ninja pour essayer de créer une distraction afin que Yoruki, un de ses partenaires, qui ressemble plus à un robot qu'à un élève, puisse tendre une embuscade au professeur. Cependant, cela ne fonctionne pas car Oreo étend son arme et parvient à neutraliser Yoruki. Et puis, un autre étudiant appelé Nori, avec des bandes sur le ventre, apparaît là et tente d'attaquer l'Oreo. Cependant, elle peut stopper ses attaques très facilement. Et puis, ensuite, une fille appelée Isama apparaît là et, en utilisant son air, elle tire un puissant projectile sur le professeur. Cependant, l'Oreo semble avoir un capteur araignée et peut percevoir le tir puis créer une stratégie pour arrêter facilement le projectile. Et après tout cela, Oreo se rapproche de plus en plus de sa cible. Cependant, 2 sorcières appelées Margaret et Naru apparaissent ensemble et essayant d'utiliser leur magie, elles tirent sur le professeur. Mais une fois de plus, elle échappe à l'attaque. Et pendant que ce test se déroule, nous voyons que le président de l'académie, appelé Sakai, est là pour observer l'intégralité du test. Et à côté de Sakai, nous avons une très belle fille, mais pas une vraie fille nommée Musashi. Et elle était responsable des préparatifs de l'ensemble du navire. Et Musashi dit au président que le navire se dirigeait vers le Mika. Et bientôt nous comprenons qu'au sein de cet ennemi se trouve une organisation internationale appelée l'Union Testamentaire. Et cette organisation veille sur l'histoire de l'humanité en gardant protégé le livre du Testament. Et le livre disait même que la fin du monde était proche. Et maintenant, revenons au test. Ori atteint la ligne d'arrivée et les étudiants y arrivent complètement épuisés et vaincus. Cependant, alors que tout le monde est là, soudain, un démon apparaît. Et Ori dit à ses élèves que la vraie leçon est de leur apprendre à vaincre une créature comme celle-là. Et puis, l'enseignante commence à combattre le démon comme s'il s'agissait de quelque chose de simple, et pendant qu'elle se bat, elle explique aussi à ses élèves comment lui faire face. Vraiment, si j'avais un professeur aussi gentil à l'école, je serais probablement un meilleur élève. Et puis, au milieu de la manifestation, soudain, apparaît le président du conseil étudiant et aussi le chancelier de Musashi, qui n'est autre que notre protagoniste appelé Tori. Et Tori explique alors à ses camarades de classe qu'il a décidé de sauter ce cours pour acheter un autre jeu. Et l'enseignant qui entend cela se met complètement en colère contre l'élève, évidemment. Et après toute cette entrée pompeuse, le protagoniste dit à ses collègues qu'il envisage de se confesser à la fille qu'il aime. Cependant, Kimi, qui est la sœur aînée de Tori, se met à rire en pensant qu'il va avouer un personnage de jeu vidéo. Cependant, Tori commence à le nier avec embarras et révèle qu'il avouera son amour à une fille nommée Horizon. Et après avoir entendu cela, tout le monde est surpris par ses paroles. Et puis, Kimi dit qu'Horizon est décédé il y a 10 ans. Donc, tout le monde était juste choqué par ce que le protagoniste venait de dire, n'est-ce pas? Et Tori dit qu'il sait qu'elle est morte il y a 10 ans, mais il dit qu'il est toujours complètement déterminé à le faire et qu'il le fera le lendemain. Et puis, soudain, Horizon interrompt la conversation et donne un coup de pied au protagoniste en plein dans les côtes, ce qui le fait s'envoler au loin dans une scène très agréable à regarder. Par contre, j'ai vu une poupée nommée Piouan devant un magasin, et elle donnait de l'eau à des créatures sombres qui traînaient dans les parages. Et soudain, une fille nommée Seju apparaît et perd connaissance. Et Piouan, voyant soudain cette scène, alors qu'elle était calme, en est complètement choquée et décide de raconter à son patron ce qui s'est passé. Ou mieux encore, elle décide d'en parler à son patron, appelé Yoshi, qui accueille bientôt la fille et donne également à manger à Seju. Et lorsqu'elle se remet quelque peu, Seju révèle qu'elle est la vice-présidente du conseil étudiant. Et parce qu'elle est plus responsable que le protagoniste, elle a alors été chargée d'accompagner Sakai et Mika. Et après avoir entendu parler de Tori, Yoshi révèle que cela fait 10 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans son magasin. Jusqu'à ce que soudainement, il ait commencé à y apparaître tous les matins depuis l'arrivée de Piouan. Et honnêtement, Tori, je ne vais pas te juger ici, je comprends tes raisons et je te respecte, mon frère. Et puis, après cela, Yoshi recommande à Seju de suivre le chemin du remords qui est le plus simple. Et puis, la scène se coupe et nous revenons aux étudiants de 3e année qui sont désormais en classe. Et sur ce, le professeur demande à une jeune fille aveugle, nommée Suzuki, d'expliquer la guerre d'unification. Et Suzu, toute mignonne, répond que l'état divin de l'Extrême-Orient avait été séparé des états harmonieux et soudain, la protagoniste interrompt son explication. Et il dit simplement que si Suzu fait quelque chose de mal, elle sera punie pour cela. Et après que Tori l'interrompt, tout le monde commence à parler et à perturber
perturber le cours. Jusqu'à ce que le méchant nommé Usama se lève et continue l'histoire de Suzu. Et Usama mentionne que la guerre a amené les états harmonieux à s'unir à l'état divin, formant ainsi une seule zone habitable sur Terre, qui se divise en plusieurs royaumes, représentant différentes nations anciennes. Et toute cette situation est médiatisée par l'union de la volonté, et c'est ainsi que se termine l'explication. Et Tori, ignorant toute l'explication d'Usama, se lève et dit à tout le monde qu'il va organiser une fête le soir pour célébrer sa confession du jour. Et il demande à tout le monde de se réunir à l'école pour organiser cette célébration. Regardez, j'avoue que je serais ami avec Tori, il semble avoir une grande influence sur toi à la récréation, n'est-ce pas? Et puis, tout à coup, Usama mentionne qu'elle a eu récemment plusieurs incidents avec des fantômes à l'école. Et Tori dit que c'était très simple, il suffirait d'exorciser les fantômes. Et à ce moment-là, l'enseignante se souvient qu'elle est là pour travailler et interrompt ses élèves. Et elle dit à Tori qu'il doit payer pour la punition de Suzu parce qu'il s'est un peu trompé dans l'histoire. Et en guise de punition, Tori essaie d'enlever certains de ses vêtements devant tous ses camarades de classe. J'ai vu beaucoup d'écoles folles dans l'anime, mais je pense que cet anime les surpasse toutes, vous savez. Et pendant ce temps, le roi de Musashi, nommé Yoshinao, s'approche de la salle accompagné d'un nouvel élève nommé Izuma, qui est le fils de l'empereur d'Extrême-Orient. Et dès que le roi tout-puissant ouvre la porte, il retrouve notre protagoniste là, sans rien. Et Aura remarque alors la présence du roi et ferme la porte précipitamment, complètement sous le choc. C'était elle qui lui avait ordonné de rester comme ça. Et puis, elle rouvre la porte et essaie de faire comme si tout allait bien, agissant comme si c'était normal. Et pendant ce temps, on voit que Seju se rend au cimetière. Lorsqu'elle y arrive, elle rencontre Piwa. Les deux commencent à parler et Seju dit qu'elle est venue visiter la tombe de sa mère, puisqu'elle venait de Mika, et elle révèle également que sa famille l'a soumise à un changement de sexe. Et c'est parce qu'elle était censée représenter sa famille dans les affaires internes de Mika comme un homme. Mais heureusement, la dernière opération chirurgicale a été annulée et elle n'a donc perdu que la partie supérieure. De la taille aux pieds, tout est toujours comme elle le voulait, du moins, n'est-ce pas? Ce qui est juste, ce n'est pas à moi de juger. Et en plus de cela, Seju mentionne que Mika faisait confiance à des poupées androïdes qui semblent humaines et que sa famille a été forcée de fuir vers Musashi. Et là, à ce moment-là, je me suis senti un peu désolé pour Piwa, parce que imagine que tu vas dans un cimetière pour une raison quelconque et que quelqu'un arrive qui ne veut pas te parler parce que Seju a raconté l'histoire de sa vie entière, comme ça, sorti de nulle part. Quoi qu'il en soit, après cela, le navire commence à avertir qu'ils sont désormais fermés à Mika. Et avec cela, un autre navire apparaît qui commence à transmettre l'image du seigneur de Mika, appelé Matsu. Et Matsu dit alors qu'il a préparé des feux d'artifice pour tout le monde. Ensuite, le navire Musashi atterrit officiellement sur les terres de Mika. Par conséquent, Sakai et Seju se rendent à un point de rendez-vous et en chemin ils rencontrent un navire Sanjus. Et ce type Sanjus est simplement le président de l'Union du Testament et le représentant de l'Italie. Et ils sont là pour tenter de négocier le développement d'un péché capital. Cependant, ici, dans l'anime, il s'agit d'une analogie avec des armes puissantes dont le nom est inspiré de ces péchés. Mais dans ce cas, ce sont des armes incroyablement puissantes. Ainsi, Seju dit à Sakai qu'elle veut suivre le chemin du remords. Et puis, Sakai répond que c'est bon, tu peux y aller, vas-y si tu veux, et puis les deux se séparent. Et puis Sakai commence à marcher dans une forêt à Mika. Et là, elle croise la route de deux anciens compagnons prénommés Sak et Tata. Et au milieu de toute cette situation, une fille appelée Food, qui est la fille de Tata, apparaît là-bas et tente d'attaquer Sakai par surprise. Cependant, Sakai a d'excellents réflexes, malgré son apparence de vieil homme vaincu et peut esquiver facilement. Et puis il profite de l'ouverture qui a été créée pour s'occuper de la nourriture. Cela laisse la fille complètement fouettée au pistolet, mais les Sakai n'y prêtent aucune attention et bientôt il se retourne et commence à parler à ses vieux amis comme si de rien n'était. D'un autre côté, Kim est assise dans les escaliers et regarde Tori, qui essaie également de s'engager sur le chemin du remords. Et pendant ce temps, Seju rencontre Margie, qui est invitée à la fête qu'ils organisent ce soir-là. Et avant qu'ils ne se disent au revoir, Margie lui tend un jeu pour qu'elle puisse le donner à Tori. Et Seju part alors visiter la route du remords, et en chemin elle trouve une voiture où se trouve son père. Son père commence à lui parler, mais à ce moment-là, Tori apparaît en train de courir, effrayé. Et même s'il avait l'air effrayé, il s'arrête néanmoins pour voir Seju et la remercie de lui avoir apporté le jeu. Et après avoir emporté le gibier que Margie lui avait laissé, il part de là. Et puis soudain un compagnon du père de Seju est surpris de voir Tori. Et il révèle que leur Matiso avait une fille nommée Horizon qui avait accidentellement perdu la vie des années plus tôt sur le même chemin. Alors qu'elle était à côté de Tori, Seju est complètement choqué d'entendre cela. Et en vous rappelant qu'Horizon est le nom de la fille que le protagoniste disait qu'il allait déclarer, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Et plus tard dans la nuit, les étudiants se rassemblent à l'extérieur du gymnase. Et ils se mettent alors à parler de l'exorcisme qu'ils s'apprêtent à réaliser pour se débarrasser des fantômes. Et puis Tori sort de l'école et dit que tout est prêt. Ensuite, les élèves commencent à parcourir les couloirs de l'école. Et ce faisant, ils rencontrent des monstres apparemment déguisés. Cependant, en cours de route, les étudiants utilisent leurs capacités magiques pour effrayer les créatures grâce à leur pouvoir. C'est ainsi que plusieurs monstres commencent à s'échapper de l'école. Cependant, à ce moment-là, le roi Yoshinao apparaît là et il semble complètement irrité. Et en voyant Suzu, il commence à l'interroger, ce qui fait paniquer la jeune fille. Mais à ce moment-là, Tori apparaît pour interrompre le roi. Et après avoir interrompu le roi, vous savez, il a commencé à y emmener le frère de la jeune fille. Heureusement pour le protagoniste, leur dispute est interrompue lorsque Suzu commence à désigner un endroit. Et quand ils ont regardé dans cette direction, tout le monde a réalisé que derrière Zuma il voyait une fille fantôme. Et cette fille se met vite à pleurer parce qu'elle ne retrouve pas ses parents. Coupez la scène et maintenant
nous voyons que Sakai est là en train de boire avec ses vieux amis et il invite ensuite à manger au gymnase Musashi. Et il lui dit que si elle se lance, elle pourra étudier avec son cousin Seiju. Cependant, Tata interrompt bientôt Sakai et dit que Food fait déjà partie de la garde de Mika. Et si elle voulait rejoindre l'académie Musashi, il lui faudrait d'abord accomplir quelques missions pour être libre. Et puis soudain, une poupée humanoïde nommée Kazuno apparaît, qui possède l'esprit de la femme de Tata. Et puis je n'ai même pas besoin de dire autre chose, n'est-ce pas? Dans l'esprit d'une bonne épouse, Kazuno commence bientôt à donner une conférence à Tata. Et puis Sakai essaie également de rejoindre le mouvement pour faire une frite de Tata, mais Kazuno le menace avec un bâton magique. Car elle ne permet à personne d'autre qu'elle d'insulter son maître. Et après toute cette honte d'avoir été insultée par une femme androïde, Tata décide de partir. Pendant ce temps, à l'extérieur du restaurant, Sakai interroge Sakai sur Android P1. Et Sakai demande s'il connaît l'être qui appelle les âmes, laissant Sakai un peu confus avec cette question. Par contre, on voit que Tata est dans une rue déserte avec Kazuno. Pendant qu'ils sont là, ils commencent à parler d'un espagnol nommé Muni. Et puis Tata mentionne qu'il ne verra jamais Muni combattre sa fille Food. Et après cela, Kazuno annonce qu'ils sont prêts à déclencher le feu d'artifice et Tata quitte alors les lieux. Soudain, Kazuno invoque plusieurs poupées et leur ordonne d'accomplir leur mission. Bientôt, chacun d'eux est séparé puis Kazuno contacte Matsuo et lui dit que tout se passe comme prévu. Et plus tard dans la nuit, Tata se retrouve devant le château de Mika. Et il ordonne à ses androïdes humanoïdes de commencer l'embuscade. Les marionnettes lancent donc l'attaque et commencent à tendre une embuscade à plusieurs gardes espagnols autour du château. D'un autre côté, Sakai reçoit des papiers de poupées rédigés par Sakai. Cependant, lorsqu'il regarde les papiers, il se rend compte que tout est vierge et se met à courir. Après quelques minutes de course, il atteint la chambre de Sakai et remarque qu'il y a un étrange symbole sur le mur. Et après cela, il se rend compte que les papiers portent quelque chose d'écrit. Cependant, pour pouvoir le lire, il fallait le lire au clair de lune. Et il peut alors lire les mots suivants, niquer ou marque et projeter les gènes sur 2 feuilles. Et après avoir lu ceci, Sakai commence à chercher du butin, mais en chemin, il rencontre à nouveau Tata et Kazuno. Appelés dieux de la guerre commencent à traverser les cieux. Et puis Sakai entend un gros bruit venant des plaques tectoniques. Et Tata dit à Sakai qu'ils ont déclenché une crise sur ordre de Matsuo, puisqu'ils envisagent de détruire Mika, ce qui laisse Sakai complètement surpris. Et Tata révèle alors qu'il ne restait plus personne à Mika à part les poupées qui s'y trouvaient. Et après avoir entendu cela, Sakai se met en garde pour affronter Tata. Cependant, il dit qu'il n'a pas le temps de se battre avec lui car il doit arrêter les membres du syndicat testamentaire. Parce que selon lui ils étaient sur le point de ruiner tous ses projets et donc il s'en va. Et puis soudain, le réacteur du château de Mika commence à émettre une énorme lumière dans le ciel. Et cette lumière est si intense qu'elle peut même être vue depuis le navire Musashi. Seiju remarque également la lumière et trouve bientôt Piwan avec ses animaux de compagnie. Et les deux décident alors de se rendre ensemble dans un autre endroit pour découvrir ce qui se passait. Pendant ce temps, on voit plusieurs soldats de l'Union tenter d'arrêter l'explosion. Cependant, Kazuno y apparaît et commence à tous les intercepter avec ses pouvoirs. Kazuno crée alors des épées à partir du sol pour lutter contre les dieux de la guerre et parvient à les combattre malgré l'énorme différence de taille entre eux. Et au milieu de la bataille, un dieu de la guerre tire un canon sur Kazuno. Cependant, elle parvient à le faire fondre avec un sort et le lui renvoie. Ensuite, provoquant l'assommation du dieu de la guerre parce qu'elle est en colère. Puis bientôt l'autre dieu de la guerre apparaît et avec cela Tata apparaît également et lance son porte-parole, désactivant ainsi le robot restant. Tata et Kazuno se dirigent ensuite vers le château principal. Cependant, elle remarque quelque chose d'étrange et essaie d'esquiver une attaque inconnue contre elle. Cependant, le capteur d'araignée n'a pas fonctionné aussi rapidement cette fois et elle a perdu la moitié de son corps. Et on voit bientôt Muni, la cause de l'attaque qui prétend être là au nom de l'Union dans le testament. Et Muni révèle qu'il possède l'arme de la paresse, qui fait partie des 8 péchés capitaux et est l'une des armes les plus puissantes. Vous vous souvenez que j'ai dit que les armes les plus puissantes de ce monde portent le nom des péchés capitaux? Ce n'est pas important de s'en souvenir. Et Muni demande alors à Tata de se rendre bientôt pour faciliter les choses. Cependant, Tata répond à cela en utilisant à nouveau sa lame, mais Muni évite facilement l'attaque car il connaît la technique et sait aussi que la lame peut couper tout ce qui se reflète dans sa lame. Il suit donc la stratégie et décide d'éviter de voir le épée, votre reflet. Et puis à ce moment-là, le château commence à s'ouvrir à Matsuo et tout ce qui s'y passe est diffusé dans le monde entier. Et bientôt Muni reçoit le message qu'il n'a que 5 minutes pour empêcher tous les réacteurs d'exploser. Et même s'il n'a pas beaucoup de temps, Muni décide de lui demander pourquoi il voulait détruire Mika. Et Matsuo répond qu'il le fait parce que c'est intéressant, parce qu'il pense que c'est amusant et différent de ce que disait le testament et qu'il n'était pas prêt à accepter la fin du monde. Dans sa tête, aller contre le destin était quelque chose de cool et il voulait empêcher la fin du monde, c'était tout, c'était la chose la plus cool qu'il pouvait faire. Et Matsuo mentionne ensuite que l'un des moyens d'éviter cela serait d'unir les péchés capitaux, les armes puissantes. Et Muni lui dit que dans ce cas, les nations se battaient pour les 8 armes. Et Matsuo lui répond alors et lui révèle qu'en fait il n'y a pas vraiment 8 armes, puisqu'il a créé une 9e arme sans que personne ne le sache et que celle-là représenterait Sumi. Le gars a simplement créé un autre péché capital, il faut le respecter. Et à ce moment-là, il révèle que Piwan possède l'âme d'horizon, et que c'est le 9e péché capital, le péché des Sumi et qu'il est même capable d'absorber seul les autres armes. Et en entendant cela, Tori se met alors à courir pour retrouver Horizon et plusieurs de ses compagnons le suivent. Maintenant, on explique pourquoi il a commencé à apparaître là-bas avec Yosh, vous vous en souvenez, puisque Piwan était également apparu. Et pendant ce temps, Muni reste pour essayer d'arrêter Matsuo, mais Tata ne le laisse pas. Et puis les deux recommencent à se battre
battre et commence à échanger différentes attaques, mais après plusieurs minutes de combat et étant désavantagé à Merikamuni, il finit par tomber dans le piège tendu par Kasuno qui commence bientôt à utiliser un jutsu pour l'enfermer dans un piège prison en bois. Et à ce stade, Tata parvient à utiliser Bokeh et bat finalement Muni, mais avant d'être complètement vaincu, il utilise son arme qui, après avoir été activée, se transforme en canon pointé vers le château. Et pendant ce temps, Kasuno rend son âme à Tata, et comme il était un androïde humanoïde après avoir dissocié son âme de son corps, il commence à s'éteindre. Mais avant que cela n'arrive, le fils de pute de Tata le jette vers le canon et il se fait tirer dessus, et avec l'aide de leur technique, ils parviennent à détourner la puissance de l'arme, et ce canon qui avait été tiré par le Muni était l'arme du péché capital de la paresse. Et après cela, la femme de Muni, appelée Jin, apparaît et commence à parler à Tata et elle lui dit qu'il lui est interdit de se battre, alors elle ne s'est présentée là-bas que pour reprendre Muni. Tata lui donne alors le bokeh et lui demande de le donner au salaud, sa fille. Et il lui demande alors si elle veut vraiment une revanche, elle répond oui, mais comme elle est incapable de se battre, elle prend ses affaires et s'en va. Quatrième scène et on voit que Seju est maintenant à côté d'Horizon, que jusqu'alors on appelait ici Piwan, car elle a l'âme d'Horizon, mais à ce moment un vaisseau apparaît là pour l'arrêter afin d'extraire en elle le péché de jalousie. Heureusement, Tori arrive sur les lieux à ce moment-là, mais il finit par être abattu par l'un des soldats avec ses amis. Et après avoir vu ses amis blessés, Horizon décide de partir avec l'armée pour ne plus causer de problème, mais Tori ne veut pas la laisser faire ça, alors il commence à provoquer une énorme agitation et bientôt un soldat vient vers lui pour le voir. Achevez-le immédiatement. Heureusement, Seju sentit que cela était sur le point d'arriver, alors elle donna un coup de pied à Tori pour l'assommer, car de cette façon, il ne causerait plus de problème et le soldat oublierait également de l'achever. Et après cela, Mika commence à être détruit par une grande explosion et à cause de cette explosion, plusieurs personnes finissent par perdre la vie, y compris Matsu, puis nous voyons Tata qui, avant de mourir, dit à Kasuno qu'ils seront ensemble pour toujours, puis quelques jours après, cela s'est produit. En conflit avec l'explosion de Mika, Sakai parle à Musashi et lui dit qu'Horizon a été condamnée à perdre la vie et tout cela simplement parce qu'elle était la fille de Matsu, elle doit donc assumer les responsabilités du dirigeant et comment ils ont perdu la capitale Mika, maintenant elle serait tenue responsable de cela, mais à ce moment le vice-président de l'Italie appelé Galileo apparaît là. Il arriverait avec Sentius et commencerait à parler à Sakai et il arriverait en se vantant en disant que l'Italie retrouverait tout ce qu'elle avait perdu et Sakai deviendrait complètement furieux après avoir entendu ces paroles. D'un autre côté, les étudiants se rassemblent dans la salle de classe et commencent à parler des problèmes politiques et économiques que la mort d'Horizon entraînerait, puis soudain, une fille nommée Age mentionne que l'académie de Musashi avait perdu son autorité en politique et que la seule personne qui avait encore il y avait un certain pouvoir politique, Seju. Alors Age décide de demander l'avis d'un étudiant nommé Shiro qui est un expert en économie et en marché à l'école et Shiro se lève immédiatement et commence à expliquer à tout le monde ce qui pourrait arriver s'il se rebellait contre l'Union dès le testament et après avoir présenté les raisons négatives, il mentionne qu'il devrait demander de l'aide à Seju car c'était le seul moyen qu'il avait vu pour sauver Horizon et Musashi en même temps, mais leur conversation est bientôt interrompue par le cookie Oreo du professeur qui allume le TV dans le salon et leur montre une retransmission en direct d'une rencontre entre l'Italie et l'Espagne où Jin rencontre Fuji, la fille de Tata, pour lui livrer le bok qu'il avait pris et immédiatement après, Fuji tente de l'attaquer mais Muni intervient et donne le lance à Fuji qui après avoir reçu l'arme de son père décide finalement de reculer puis, après cela, Torio demande à ses élèves d'écrire un essai sur ce qu'ils voulaient faire et Oreo leur demande de Suzu lit son essai à la classe et comme Suzu n'a pas cette capacité, elle demande à Sama de le lui lire et Sama lit que Suzu avait peur de monter les escaliers quand elle était petite mais elle l'a surmonté car à ce moment-là elle était aidée à la fois par Tori et Horizon et à ce moment-là, Suzu commence à pleurer et révèle qu'elle aimerait que Tori et Horizon soient ensemble alors elle arrête la lecture et demande à Tori d'aller sauver Horizon de toute façon, puis le protagoniste lui dit alors qu'il prévoyait déjà de sauver Horizon de toute façon et il ajoute qu'il l'a aidé parce que cette fois il pensait qu'elle était gentille, il interrompt alors leur conversation pour parler à Tori mais encore une fois il se détend et commence à ignorer le professeur alors Oreo le frappe fort puis l'enveloppe dans une nappe pour qu'il puisse parler à propos du sauvetage d'Horizon et après avoir discuté en groupe, il décide que la meilleure chose qu'il puisse faire pour sauver Horizon est d'avoir une réunion avec Seju et en attendant, Suma s'occupe du fantôme de l'école avec une fille nommée Myriam qui fait également partie de la classe de Tori entre dans la salle et elle dit à Suma qu'il devrait être conscient de sa position de prince puisque l'état actuel de l'Extrême-Orient est dans un chaos complet mais Myriam lui dit aussi qu'il doit compter sur les garçons pour le moment de l'autre côté. D'un autre côté, les étudiants de Musashi sont à l'extérieur de l'académie alors qu'ils s'apprêtent à entamer un débat qui sera diffusé à tout le monde. Seju est accompagné de deux filles appelées Medu Inal. Inal explique qu'il est du côté de Seju pour représenter le club d'ingénierie puis Medu mentionne qu'il appartient au groupe des nobles chevaliers et c'est pourquoi il a rejoint Seju car en tant que chevalier il avait l'obligation d'éviter les actions qui pourraient coûter la vie à de nombreuses personnes. Shiro mentionne alors à Seju qu'elle représentera l'union de la volonté et qu'ils le feront représenter les Musashi car à ce moment-là les questions politiques sont supervisées par les étudiants de l'académie eux-mêmes et à ce moment-là le professeur de Biscuit Oreo commence à expliquer les règles de la réunion et elle dit que chaque côté aura 3 représentants et que l'équipe qui remportera 2 victoires gagnera. Elle explique également que si Seju gagne, Horizon sera laissé pour compte et perdra la vie d'un coup mais si Musashi gagne, ils la sauveront. Là de toute façon et tout à
coup, le partenaire d'Oreo mentionne qu'ils peuvent essayer de se convaincre comme ils le souhaitent, donc Inal décide d'abord, puis veut savoir comment Musashi envisage de flotter contre le manque d'armes. Puis Inal implique un dieu de la guerre appelé Suzaku et Shiro décide de se mettre aux côtés de Musashi. Alors maintenant il lance une attaque contre lui, mais Shiro arrête l'attaque et explique que sa capacité est basée sur le contrat de marchandises. Il obtient donc le pouvoir de certains soldats en les infestant d'argent, et après une longue bataille pour la ville de Musashi, Shiro parvient à vaincre Suzaku, ce qui fait qu'Inal tombe vaincu et Shiro propose à Inal un travail pour le club d'ingénierie parce que je n'ai jamais été vaincu comme ça. Imagine que tu es vaincu, à la fin tu obtiens un travail, quelle est la meilleure façon? Non, il dit qu'il aura besoin du club d'ingénierie parce que Musashi devrait continuer à voler pour continuer à générer de l'argent pour Shiro, et il lui tend alors la main et commence à la considérer comme une alliée. Puis Medo propose d'être le deuxième participant, sachant qu'elle est un chevalier dont le devoir est de protéger tout le monde et d'affronter les garçons. Il décide alors d'envoyer Suzaku, provoquant Medo est surpris et Medo s'agenouille alors devant Suzui. En voyant cela, la secrétaire du conseil qui est appelée cette année-là lui demande de demander à Suzui car Medo compte perdre à la fin, mais si elle fait ça, Musashi se retrouvera sans chevalier, donc ils ne pourront pas lutter contre l'union testamentaire sans chevalier. Et donc à ce moment Suzui comprend ce qui se passe et veut empêcher le Medo de s'agenouiller, mais elle trébuche, et alors Medo voyant cela interrompt son déclaration pour aider son ami, lui faisant gagner accidentellement le match. Alors il dit à Tori qu'il veut servir d'agent spécial et qu'ils étaient égaux à la fin, et pour le match final, il décide de laisser Seiju et Tori s'affronter, et tout à coup le protagoniste décide de clarifier sa position et mentionne qu'il devrait oublier l'idée de sauver Horizon. Et bien il était sur le point de se déclarer, donc il faisait tout ça pour la sauver, et de nulle part il a fait ça, laissant tous ceux qui étaient en regardant le live complètement choqués. Tout le monde a été surpris par cela. Mais bientôt le protagoniste révèle son plan, il déclare qu'il a pris la position opposée pour que Seiju doive défendre Horizon car nous venons de découvrir que Tori a un super cerveau à ce stade dans l'anime, puis commence à parler des raisons positives qui la sauveront et mentionne qu'il n'est pas juste qu'Horizon porte les péchés de Matsuo, et Seiju renforce cet argument pour défendre Horizon en disant qu'elle n'était même pas encore un leader lorsque Mika l'incident s'est produit. Alors elle mentionne que le reste de Mika pourrait être attaché à Musashi et qu'elle aussi pourrait être sauvée, mais quand il semble qu'elle commence à convaincre des péchés et que tous ceux qui regardent le live, Santius apparaît à nouveau là pour l'interrompre et décide d'avoir un débat direct avec Seiju, puis Seiju donne un cours d'argumentation sur la position d'Horizon. Cependant Santius commence à retirer Seiju de la discussion et révèle son vrai sexe parce que vous vous souvenez quand j'ai dit qu'elle avait été forcée de passer par un changement parce qu'elle devait être une leader comme un homme, tout ce que j'ai dit au début parce que c'est en gros Santius exposait ça à tout le monde pour discréditer totalement l'image de Seiju. Cependant c'est différent des autres. Thor s'excite et l'interrompt le débat, alors il va voir Seiju et baisse son pantalon pour voir si elle était vraiment une fille ou pas, et après cela Thor dit à Santius qu'il décide de faire entièrement confiance à Seiju car elle lui a donné de très bons arguments qui lui ont donné une chance de sauver Horizon, et même après avoir été si embarrassée et après ce que Thor lui a fait, Seiju finit par reprendre confiance et elle mentionne que désormais Musashi fonctionnera comme un état indépendant en Extrême-Orient car de cette façon ils chercheront ensemble les 8 péchés capitaux avec Horizon et ainsi éviter la fin du monde. Je veux que tous ces gens du testament disent que cela allait arriver et qu'ils s'y opposent maintenant immédiatement, et elle souligne qu'en plus de tout cela, il y a aussi un conflit international bénéfice à obtenir en sauvant Horizon, mais Santius les interrompt en disant qu'ils n'ont pas le droit d'avoir autant de pouvoir. Mais avec cela Seiju révèle que les péchés sont formés pour les sentiments d'Horizon et qu'elle est prête à les lui rendre pour que tout soit pacifique entre les nations, mais en même temps Santius décide d'envoyer Galilée à l'académie et en le voyant, Ruki lance immédiatement une attaque contre lui. Cependant Galilée l'arrête d'utiliser l'arme du péché de luxure et détruit ainsi l'arme de Ruki en une seconde, et soudain Nori essaie de le frapper avec ses poings mais cela n'aide pas et Galilée les renverse tous les deux en utilisant sa capacité de gravité. Il se téléporte ensuite devant Seiju prêt à l'achever car on dirait qu'une guerre civile est sur le point d'éclater au sein même de l'académie. Mais maintenant nous terminons la première partie de ce récapitulatif, et si vous voulez savoir ce qui va arriver à Seiju, laissez votre like ici, abonnez-vous à la chaîne ici si vous n'êtes pas abonné et laissez un commentaire disant que je veux la partie 2, mais il suffit de t'abonner à la chaîne, et si tu as vu 30 minutes de vidéo tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je pense que je mérite une chance, n'est-ce pas? Et je tiens à t'annoncer qu'aujourd'hui il y aura une deuxième vidéo ici sur la chaîne, désormais 2 vidéos par jour sur Tonton Brussant, alors abonne-toi pour ne pas rater les récaps les plus cool ici sur YouTube parce que ça y est, j'ai le moral là-haut. Maintenant, je plaisante, je veux juste faire une blague, je fais juste une blague, je ne suis pas en colère contre moi-même, mais de toute façon, les gars, pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et restez à l'écoute pour le prochaine vidéo qui sortira plus tard dans la journée. À très bientôt, merci, bye bye.